je me présente quand même. C'est le moment de me brander personnellement. Je déteste ça, mais c'est pas grave. Je m'appelle Yacine. Je suis le host du podcast Dans la tête d'un CEO. Et aujourd'hui, merci, je suis avec quelqu'un que je connais déjà très bien, que je vais bien cuisiner ce soir pour votre plaisir. Le grand J, Guillaume Webesch. Comment ça va, J? Ça va très bien. Pourrais-tu te présenter? Tu me demandes pas moi. Bah, je sais que tu vas très bien, t'as le smile, Ouais, il y a eu un peu trop de verre, je crois. C'est la première fois que je parle après quelques verres, hein. Donc excusez-moi. Non, on va être sérieux. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Ouais. Avant de me présenter, il m'a dit que j'avais 30 secondes pour me présenter. Il me met de la pression depuis tout à l'heure. Donc, je m'appelle Guillaume Webesch. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Lemlist il y a environ 4 ans. En gros, on aide les entreprises un peu partout dans le monde à envoyer des campagnes de prospection et construire des relations avec leurs futurs clients. Du coup, aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients, majoritairement aux US. Et on a été récemment valorisé à plus de 150 millions de dollars après avoir revendu 20% de notre boîte. Voilà, si vous voulez connaître la vraie histoire, je vous invite à écouter notre épisode. Ciao. Par petite curiosité, qui connaît Lemlist dans la salle? L'Empire. Ouais, ok. Ah ouais. Oh là 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 là, monsieur a des stars. Qui connaît Dans la tête d'un CEO? Pas mal. Allez, ça fait plaisir. Bon, j'ai une première question. Aujourd'hui, on est quand même sur une thématique pour inspirer les personnes. C'est d'ailleurs pour ça que je suis présent ici avec toi. J'aimerais te poser la question. On parle souvent de 0 to 1. Comment t'es passé, toi, à l'époque? Et d'ailleurs, je crois pouvoir dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez jeunes ici, sans te donner ton âge. 31 ans, c'est ça? Comment t'es passé vraiment d'une idée embryonnaire à un premier produit? Je crois que c'était l'Empod à l'époque. Non, j'en ai commencé avec Lemlist. L'Empod, on l'a revendu c'était après. Ouais. J'ai pas révisé, désolé. Donc, c'est quoi la question? C'est de l'idée au premier client? Ouais, comment t'es passé? Et si je creuse un petit peu, t'avais un business plan à plus de 2 ans, tu savais que t'avais besoin de financement, t'avais calculé tout ça, comment ça s'est passé? Non, pas du tout. En gros, à l'époque, donc on avait 1 000 € pour commencer le projet. J'étais associé du coup avec 2 devs. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est en 2 semaines, on va construire un produit. Moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de la partie business et j'essaye de rencontrer un maximum de personnes pour le vendre. Et une fois que j'ai fait ça, genre dans 2 semaines, en gros, on essaye de générer du cash. Et s'il n'y a pas d'argent, on arrête. S'il y a un potentiel d'argent, on continue. Et sinon, Donc voilà. 2 semaines, c'est ta timelapse. Ouais, j'avais 2 semaines pour en tout cas commencer à créer des choses. Donc ça te met un peu la motive. Et de toute façon, en fait, je pense qu'au début, il faut tester ces produits, ces projets le plus rapidement possible. Après, je pense qu'il ne faut pas partir d'une idée, parce que tu as dit, genre, tu as une idée et tu testes ton idée. Je pense qu'il faut partir d'un problème à résoudre. C'est beaucoup plus cool. En gros, essayer d'être passionné par un problème. Quand tu es passionné par un problème, la première solution, elle ne sera peut-être pas forcément la bonne, mais peut-être la deuxième ou la troisième. Et moi, ma passion, en tout cas, c'était de me dire comment est-ce que je peux aider des boîtes à trouver leurs clients, grandir, etc. Et c'était le problème auquel je me suis attaqué. Si on parle donc du coup du problème du pain, t'as itéré combien de fois avant de trouver la bonne solution? Combien de boîtes j'ai plantées avant de... Combien d'argent t'as cramé? Combien de clients Pas beaucoup d'argent parce que j'étais pauvre à l'époque. Donc non, en vrai, pour Lemlist, ça a marché. On a eu de la chance, ça a marché assez rapidement. Avant ça, moi, j'avais une agence d'acquisition. Donc en fait, j'aidais les boîtes à trouver leurs futurs clients, je faisais leur campagne de prospection. Donc je connaissais bien l'industrie et je me suis attaqué à justement ce pain qui était, il y a beaucoup de boîtes et beaucoup de gens qui font de la prospection qui ont du mal à obtenir des réponses de gens qui ne connaissent pas. Okay. Et quand je regardais un petit peu tout ce qui se faisait sur le marché, si tu veux, tout le monde était là en train de parler d'automatisation, d'intelligence artificielle, etc. Sauf que quand tu reprends l'essence même de la vente, en fait, c'est une construction de relation et basée, tu vois, sur de la confiance. Et à partir du moment où tu as la confiance dans quelqu'un qui peut t'aider à résoudre un problème, c'est là où tu achètes quelque chose. Prends un exemple tout con, même dans la vie de tous les jours. Quand j'ai faim, mon problème, c'est que je veux me nourrir. Et du coup, quand je vais, je sais pas moi, au Carrefour, je fais confiance à l'enseigne Carrefour que ce que je vais acheter, ça va, 1, résoudre mon problème et que je vais pouvoir manger, et 2, que je vais pas mourir, tu vois. Et ça, c'est basé sur la confiance, tu vois, je vais pas être empoisonné. En fait, c'est la même chose dans toutes les relations. Et quand on regardait à l'époque la façon dont les gens vendaient un peu la construction de relations, c'était automatiser tout, envoyer des milliers et des milliers d'emails pour spammer les gens. Et moi, je me suis dit, en vrai, ça fonctionne pas.
il y a une autre façon de faire et il y a un autre angle à aller chercher autour de la personnalisation et du coup c'est comme ça qu'on a commencé. Tu nous parles de personnalisation, tu utilises un peu, moi je suis biaisé, je connais déjà. Tu peux juste vraiment nous présenter peut-être ce qu'est l'Emlist ou l'Empire globalement aujourd'hui? Ouais, donc l'Empire c'est la boîte qui a plusieurs du coup projets logiciels en général. Chaque logiciel est lié à la construction de relations à différents niveaux. Et l'Emlist c'est vraiment la partie construction de relations pour l'aspect commercial et prospection. Et donc c'est une plateforme qui te permet d'ultra personnaliser les messages que tu vas envoyer et dans la façon dont on a construit l'outil, on force les gens à rajouter plus de personnalisation que dans un outil où ils te disent juste ok, rajoute le prénom de la personne et c'est bon, tu peux l'envoyer quoi. Donc on revient sur cette relation de confiance que tu voulais créer. Je vais enchaîner là-dessus. On parle de confiance, j'ai envie de parler d'humain. Déjà, j'avais parlé de tes cofondateurs, mais juste avant ça, comment tu arrives à humaniser une relation qui est totalement digitale? La bonne question. Bah, en fait, je pense qu'il y a des règles assez claires quand tu contactes quelqu'un, tu vois. C'est la première, en fait, les erreurs assez classiques que les gens font, c'est typiquement quand ils commencent un email de prospection, ils vont commencer par se présenter. Et en fait, en général, les mails sont qu'à propos de la personne, quoi. C'est genre, je m'appelle machin, j'ai fait ci, ça, je t'écris parce que nanana, et regarde moi comment je suis beau, j'ai plein de clients et je suis magique, tu vois. Sauf qu'en fait, des messages comme ça, c'est supra identique et on répond pas à la question qu'est-ce que la personne a à gagner en te rencontrant, tu vois. Donc, je prends ton exemple de podcast que tu fais grandir, tu vois, quand tu m'as contacté, on se connaissait pas, mais tu as construit une relation directement. Donc, tu as commencé ton message pas en te présentant, mais en parlant d'un des articles que j'avais écrit, avec un point spécifique et pourquoi tu avais aimé. Et ensuite, après, tu m'as dit que j'ai un podcast qui a plus de 10 000 écoutes par épisode et qui permet Avant c'était un peu moins. J'avais peut-être menti un peu, j'avoue. Et qui s'adresse à un public qui te concerne et voilà, donc en fait le message était clair, je savais ce que potentiellement il y avait, tu vois, à gagner et du coup je me suis dit bah cette personne est cool, il a personnalisé son message, il y a une relation qui s'est créée, tu vois, et après on a échangé et donc à l'ère du digital c'est trop cool. Franchement en fait moi depuis ultra longtemps, je crée des relations en ligne. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Mythique. Mais, non, mais en gros, avant même d'avoir lancé l'Emlist, en fait, moi, j'avais voyagé pendant 1 an autour du monde en utilisant les réseaux sociaux, tu vois, pour loger gratuitement chez les gens. Donc, j'avais utilisé de nombreux réseaux sociaux. Mais du coup, oui, ça se fait en fait. Tu vois, tu peux connecter avec des gens et... Je suis désolé, là j'ai un flashback de notre podcast. Raconte-nous une belle anecdote justement lorsque tu as voyagé, que tu t'es retrouvé chez certaines personnes. Et justement, c'est peut-être ça aussi l'entrepreneuriat, c'est aller sans forcément avoir un plan et être ouvert et parfois avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Ouais, il y avait des... Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires, mais une fois, on s'était fait accueillir en Malaisie par Farid qui était venu nous chercher et il était ultra... Genre, on était... Je sais pas, je pense qu'on avait pris un bus de nuit, genre, en descendant de Thaïlande. On était arrivé en Malaisie et en gros, on arrive je pense à 4h du mat, donc nous on est éclatés et là on veut s'endormir tranquille, donc il nous dit vous pouvez prendre je sais pas un canapé ou un truc comme ça, donc avec mon meilleur pote on dort un peu comme voilà un peu à l'arrache et en fait à un moment je sais pas pourquoi je sens qu'il y a quelque chose près de moi, tu vois, tu dors et genre t'es pas serein, tu vois, donc moi je suis pas en mode j'ouvre les yeux d'un coup, tu vois, je suis en mode j'ouvre un mini œil quoi. Et là, il y a Farid qui est là, en train de me regarder comme ça, un peu chelou et tout. Et d'un coup, il crie genre ah comme ça, tu vois. Et je captais pas. Et en fait, il était un peu en train de nous mater. Bon, je vous passe les détails, mais pas que te mater, quoi, du coup. C'était très bizarre. C'était très bizarre. J'ai perdu un peu de dignité ce jour-là. Voilà, mais... c'est ça l'entrepreneuriat. Merci J. Sortir de sa zone de confort. Exactement. Je voulais enchaîner. Tu as parlé de relations de confiance. Tu as parlé de tes cofondateurs. Avant d'embrayer sur la notion de réseau, je vais parler de réussite. Très souvent, et tous les entrepreneurs que j'ai parlent de réussite collective. Dis-moi si je me trompe, je ne suis pas sûr que tu étais un fin vendeur au début. Je ne suis pas sûr que tu étais un fin personal brander et encore moins un codeur. Tu sais coder même aujourd'hui ou pas? En fait, moi je suis ingénieur à la base. Donc, mais non. Si, ouais. J'apprends des choses. Mais pas ingénieur codeur, je suis ingénieur chimiste. Donc l'ingénieur qui dans une boîte tech sert à rien, tu vois. Et du coup, est-ce que je sais coder des trucs de base? Mais non, c'est ridicule. Je m'appellerai jamais développeur. Ouais. Mais et du coup, la rencontre et l'importance que ça a eu avec tes cofondateurs pour que
peut-être la première version et évidemment toutes les versions qui ont suivi et tout l'Empire qui est né. Ouais, si tu regardes dans le rétro, d'ailleurs je peux le dire, hein, mais il me semble que vous êtes à 1/3 chacun, alors qu'on te connaît peut-être plus qu'eux. Donc ça c'est Non, super. en fait, en vrai, j'ai plus d'associés depuis 6 mois. Mais non. C'est vraiment. Ouais. J'allais dire que c'est un spoiler, à moins que tu l'aies déjà dit avant. Putain, j'ai mal fait mes devoirs. Non, c'est assez nouveau, mais ouais. Bon, ok, mais déjà, ne serait-ce que pour se lancer, puis je pense que c'est plus simple d'être tout seul quand tu as une boîte valo à 150 millions. Si je comprends bien, juste parenthèse, ils sont partis post-cash-out. C'est un sujet compliqué, on va dire qu'ils sont partis pour des raisons personnelles, mais oui, c'est en effet arrivé après le cash-out. Tu les vois se taper des barres, les deux orgas qui m'ont dit cuisine-le bien, G. J'ai dit ouais, mais il va me cuisiner derrière, j'ai pas envie. Mais passons, j'aimerais quand même juste vraiment remettre cette notion de collectif à l'ordre du jour. C'est important, ouais. Le produit qui a été créé, peut-être même la vision et la manière de le construire. Voilà, qu'est-ce que tu penses toi justement de la force collective et d'être capable d'avoir des complémentarités avec tes cofondateurs, tes anciens cofondateurs? Ouais, non, je pense que c'est essentiel quand tu veux créer. En fait, ça dépend du type de projet que tu veux faire, mais quand tu veux faire une boîte tech, si tu n'as personne qui développe, ça va être compliqué de te lancer. C'est faisable, hein, tu vois. Il y a du no-code. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'outils qui te permettent aujourd'hui d'arriver jusqu'à un certain niveau. Mais non, dans tous les cas, avoir des complémentarités, je pense que c'est essentiel. Avoir des visions aussi ultra différentes, je pense que c'est super important. En tout cas, jusqu'à un certain point. Parce que je pense que c'est quand tu as des discussions qui sont très intenses, qu'on pourrait parfois qualifier d'engueulade, tout ça, c'est là où je pense que tu construis les plus belles histoires. Faut pas oublier que la pression, ça fait des diamants. C'est beau ça. Ça s'applaudit pas, ça. Ça, c'est juste pour que je cherche ma prochaine question. Non, mais en tout cas, on les salue. Je sais pas s'ils sont là ou s'ils nous écouteront un jour. Si je continue un petit peu dans la force collective, j'aimerais parler du réseau. C'est quoi le réseau pour toi? Sachant que je pense que le mot est très galvaudé aujourd'hui. Ok, je te donne une bille, c'est pas être que des mises en relation. Donc c'est quoi le réseau? C'est une bonne question. Je sais pas, le réseau, je pense que le réseau, comme on le définissait, en tout cas en France, c'était vraiment, tu vois, des personnes dans ton entourage, notamment avec qui tu avais pu soit travailler, soit avec qui tu étais à l'école. En général, c'était très comme ça, surtout dans l'ambiance école de commerce, grande école d'ingé, etc. Moi, aujourd'hui, pour moi, le réseau, je le vois plus comme, en fait, tous les gens que tu as pu rencontrer au cours de ta vie, tu vois, mais pas forcément dans ton travail ou justement à l'école. Et c'est ça qui est trop beau, c'est que, en fait, aujourd'hui, si tu regardes, avec tous les réseaux sociaux qui existent, tu es à un message de quasiment n'importe qui sur Terre, et chaque message peut t'ouvrir des opportunités de fou. Enfin, je pense que moi, tu vois, au cours la raison, tu vois, pour laquelle tout ce qu'on a fait, ça a marché aussi bien, c'est parce que, tu vois, je suis allé rencontrer des gens partout dans le monde. Enfin, au début, tu vois, de l'Amlist, quand on s'est lancé, moi, je lançais des campagnes sur tous les continents. Donc, des campagnes aux États-Unis, des campagnes en France, des campagnes en Australie. Et en gros, très tôt le matin, j'étais avec des gens en Australie, tu vois, en visio, sauf que tu vois, j'étais à Paris. Et très tard le soir, j'étais avec des gens aux US, tu vois. Et en fait, pendant ces années, j'ai rencontré des mecs qui avaient fait des boîtes qui valaient des milliards, des mecs qui avaient fait des boîtes qui faisaient des centaines de millions, qui avaient planté plein de boîtes, des investisseurs, enfin, tout ça. Et en fait, c'est plein de gens qui m'ont apporté énormément de choses pendant ce parcours. Et ça, pour moi, tu vois, c'est le réseau, ouais. C'est toutes les personnes que tu peux rencontrer. Donc tu parles vraiment de t'entourer des gens, ils t'ont apporté des choses, même si c'est pas forcément business related, ou même si c'était business mais que tu les as pas signés. Tu pourrais nous donner un petit exemple, genre de qu'est-ce que ça t'a apporté, à quel moment peut-être t'as ouvert ton esprit et ton regard sur des choses, ou carrément avoir peut-être des opinions sur des questions que tu ne t'étais pas posées. Peut-être que c'est du perso vers du pro ou vice versa. Ouais, il y a plein de trucs. En fait, je pense qu'on a tous des croyances limitantes, tu vois. Par exemple, on se dit, tu vois, des entrepreneurs qui font des boîtes à des centaines de millions, c'est des gens incroyables, ultra brillants, etc. Genre toi, quoi. Et tout. Non, mais tu vois, moi, par exemple, je me considère pas du tout comme un mec incroyable. Tu vois, je suis juste quelqu'un qui a fait, je sais pas, un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, et petit à petit, ça a bien fonctionné. Et tu vois, il y a une part de chance, il y a une part de créativité, une part d'exécution.
Et en fait, le truc, c'est que justement, c'est en rencontrant, tu vois, plein de gens comme ça, que je me suis dit, bah, en fait, non, tu vois, c'est peut-être pas des gens, enfin, ils sont comme toi et moi, tu vois. Il y a pas de, c'est juste des gens qui ont été focus, qui ont voulu résoudre un problème pour une audience et qui, au final, ont pu développer un business qui fonctionne. Trop cool. Je sais pas si je décèle ça à travers tes propos. Je voudrais juste parler d'une petite notion de syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as été victime de ça et peut-être que tu l'accueilles parfois? Peut-être que tu penses que c'est un frein? Tu as 1 heure. J'ai 1 heure, très bien, c'est très philosophique. Ah bah tu me connais. Hein. Non, mais en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est, je pense que c'est à partir du moment où tu es à une place où tu as l'impression de ne pas l'avoir mérité, quoi, tu vois. Enfin, et ça, je pense que ça arrive, ou en tout cas, moi, ça m'arrive tout le temps, tu vois. Genre, par exemple, dans quelques semaines, tu vois, j'ai été invité à aller faire le tour des US pour aller parler devant des milliers de personnes et ouvrir à chaque fois, genre c'est une conférence qui fait 13 villes et tu vois, genre je suis invité là-bas, donc je vais aller aux États-Unis parler devant genre des milliers de sales dans des salles de concert où il y a genre des rockstars qui sont passés. En anglais. En anglais, évidemment, Wall Street English. Et du coup, genre je vais aller là-bas et bah oui, clairement, tu vois, j'ai l'impression d'être un imposteur. Enfin, moi, tu vois, je suis toujours moi, quoi. Et tu as cette pression peut-être avant de monter on stage, justement? Alors peut-être. Non. Non, bien sûr. Je tremble, je suis pas bien. C'est pour ça que tu es parti là derrière en backstage. Ouais, je suis allé vomir en fait tout à l'heure. Enfin, je vomis à chaque fois. C'est l'effet que je produis, hein. Ouais. C'est pas quand vous. Je suis heureux ou quand je suis stressé, je vomis. Il y a un sujet qui est hyper important, qui est relié par rapport au réseau. Déjà, je dois le dire et ça va très bien l'introduire. Tu nous as parlé tout à l'heure du fait que je t'ai contacté par email. Là, j'ai contacté beaucoup de personnes pour avoir des intros. Tu en fais partie. Tu m'as fait une intro et je shoot avec Alex demain. Il y en a d'autres. Je peux sauter Paul Lay qui m'a fait 10 intros en 5 minutes. J'ai été bluffé. Et pourtant, la plupart des gens vont pas répondre. Donc moi, je dirais qu'il faut quand même essayer. Et on a des belles surprises. Et donc, du coup, je te trouve accessible et je t'en remercie. C'est quoi la culture du give back? Et j'aimerais que tu le compares, en tout cas si tu peux nous donner des exemples par rapport à la culture US. Parce que j'ai l'impression, peut-être que je suis biaisé, mais qu'elle est peut-être un peu plus ancrée chez eux. Et là, on a plein de choses à dire, notamment sur ce que tu as fait récemment. Tu veux dire en fait la différence entre la culture française du give back et la culture anglo-saxonne ou américaine par exemple? Déjà, pour toi, aujourd'hui, je sais que tu give back. Comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et selon toi, est-ce qu'en France, on le fait assez, alors qu'aux US, c'est sûr qu'on le fait? Ça, il n'y a pas de... Enfin, j'ai cette certitude, mais... Ouais. En fait, je pense qu'il y a plusieurs trucs. En gros, moi, je réponds à tous mes messages, parce qu'en fait, je me suis tellement fait ghoster dans ma vie que... Traumatisé. C'est un sentiment horrible. Enfin, tu vois, dans la vie, je sais pas, comme moi, je faisais beaucoup de prospection. Au début, j'étais vraiment très nul. Ah, et ça, c'est un point super important. Faut pas oublier qu'au début, en fait, t'es nul. Peu importe ce que tu fais, quoi. Ton premier post sur LinkedIn, il sera nul. Ton premier mail de prospection, il sera nul. Tout ce que tu fais, ça sera nul. Mais en fait, il faut l'accepter, tu vois. Il y a plein de gens, et je pense que ça, c'est aussi un peu... Enfin, c'est aussi un caractère français que j'avais, tu vois. C'est quand je voyais des gens, tu sais, qui réussissaient ou qui avaient un peu de traction, machin, je me disais, oh, gna, gna, gna. Tu vois, tu commences un peu à bitcher, à critiquer les gens et tout. Tu te dévalorises carrément? Ouais, mais en fait, je pense que c'est important de se dire, ok, tout le monde commence quelque part. C'est à toi, tu vois, de te lancer, de t'améliorer et de faire ça pas à pas. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que je réponds à tout le monde et que j'essaye d'aider un maximum de personnes? Bah, parce que en fait, moi, je me suis tellement fait ghoster que je trouve ça cool d'avoir des gens, tu vois, qui permettent, enfin, tu vois, qui t'aident en fait. Et parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont aussi aidé dans le passé. Et après, il y a un côté aussi, je pense, assez égoïste. Genre, en fait, je fais ce que je veux, tu vois. Enfin, genre, non, mais c'est-à-dire tu fais ce que tu veux en répondant aux gens. C'est quand même moyennement égoïste. Et quand je dis je fais ce que je veux, c'est pas genre ce sens de je m'en bats les couilles de tout le monde. C'est je fais ce que j'ai envie de faire, ça me fait plaisir. Donc par exemple, je sais pas, j'ai commencé genre sur YouTube à prendre des gens qui complétaient un typeform avec leurs problèmes. Donc ils me disaient voilà ma boîte, voilà ce que je galère à faire, voilà ce que j'aimerais faire. Donc c'était soit des gens qui avaient des boîtes, soit des gens qui n'avaient pas de job et qui cherchaient un job. Et en fait, pour chaque personne, je pense que j'ai dû passer 30 minutes de mon temps à faire genre un peu l'étude de cas et me mettre à leur place et me dire ok, comment est-ce que je ferais?
j'ai fait une vidéo pour chaque personne et la vidéo est sur la chaîne. Donc pour les petits business, c'est cool parce que ça leur fait de leur visibilité avec mon audience et en plus ça leur donne des solutions. Et en fait ça, tu vois, je m'éclate en faisant ça. Tu vois, je suis pas payé, genre je m'en fous, tu vois, c'est juste, ça me fait plaisir. Et puis ça ne tient qu'à toi, on est d'accord que les conseils que tu donnes, je t'ai vu faire passer des conseils sur des podcasts. Ouais. Je me suis dit, le mec qui donne des conseils au podcast, il me contacte pas quoi. Non mais la réalité c'est que même si tu l'as pas fait, ça ne tient qu'à toi, tu veux aider. Alors je dirige ma question. Hein. Comment t'expliques aujourd'hui en France, d'ailleurs je me souviens, tu m'as dit une chose au podcast, tu m'as dit les gens ils arrivent à bitcher sur moi sur ma photo de profil. Et là, ouais, c'est clair. Là, carrément, ouais. Tu give back gratuitement. Ouais. T'as pas forcément d'ROI, parce que derrière, c'est pas comme ça que tu vas ramener des leads. T'as créé un bouquin, je pense, où tu donnes des secrets justement pour aller chercher pour que les gens puissent réussir. T'es aujourd'hui on stage et je préfère le dire à tout le monde, personne n'est rémunéré. Donc on est là pour retransmettre. Moi, je l'ai vu prendre un billet tout à l'heure. Hein. J'avoue, on m'a payé tous mes verres. Non, c'est même pas vrai. Mais je compte sur toi, Martin, après. Hein. Mais non, mais très sérieusement, moi qui suis quelqu'un d'émotionnel, comment toi t'arrives à ne pas t'arrêter à des haters qui vont te chier dessus alors que tu parles d'une putain de bonne intention à la base? Alors, déjà, dire que ça m'affecte pas, en fait, ça serait totalement faux, tu vois. Okay. Enfin, moi, ma mère est italienne, donc je suis méditerranéen, j'ai le sang, tu vois, genre, je peux avoir le sang un petit peu chaud de temps en temps. Donc oui, ça m'énerve. Après, en fait, je pense que pour moi, il y a deux façons d'avoir de la motivation, dans la haine ou dans l'amour, et c'est des sentiments qui parfois sont très proches, tu vois. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un, tu vois, quand il y a un haters qui dit quelque chose, avant, ça pouvait me toucher et ça pouvait m'énerver. Maintenant, j'essaye toujours de prendre ce qu'il me dit comme une critique potentiellement constructive, tu vois. Parce qu'en fait, je suis quand même assez exigeant avec ce que j'essaye de faire tout le temps. Donc quand il y a un hater, même s'il va écrire, je sais pas, 80% de messages qui sont purement haineux, j'en sais rien, sur ma façon de parler, sur qui je suis, ma tête, mes bouclettes, peu importe, tu vois. Bah ça, tu vois, je vais le passer, mais les 20% qui vont être, tu vois, genre peut-être constructifs, je vais les prendre et je vais me dire, ok, cool, c'est peut-être un moyen pour moi, tu vois, de m'améliorer et de faire les choses différemment. Donc après, évidemment, ouais, ça m'affecte, tu vois. Je sais pas, je suis comme tout le monde, hein, des jours où tu es fatigué, un peu plus à vif, bah ouais, je peux péter un câble, tu vois, mais... Ouais, du coup, je fais trop gentil, je te vois pas péter un câble. Bon, j'ai une dernière question pour toi parce que monsieur me fait de l'œil pour me dire que c'est terminé. Mais c'est pas grave, on va continuer. Hein. Non, j'aimerais que tu t'adresses à l'audience. Je vais pas te demander le conseil classique que les entrepreneurs devraient donner à d'autres entrepreneurs. J'aimerais savoir le G de il y a, allez, t'avais quoi, 23, 24 ans quand tu as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Non, j'étais plus âgé, je pense que j'avais 26, 27 ans. Ouais. Ok, bah même 26, 27 ans, j'aimerais que tu t'adresses à lui, mais à eux. Non, concrètement, c'est quoi le conseil le plus sous-coté hein, que toi tu as appris au fur et à mesure de tes années d'entrepreneuriat? Écoutez bien. Hein. En vrai, je pense que le conseil que je donnerais à peu près n'importe qui, c'est de créer du contenu. Ça va peut-être l'air d'être stupide, tu vois, mais ok, on va faire un petit test dans la salle. J'aime bien cette anecdote. Qui ici connaît Marco Polo? Bah... Ok, bon, quasiment tout le monde. Ouais, je comprends pas qu'il y ait des gens qui lèvent pas la main. Marco Polo. Donc en gros, c'est genre très connu, genre explorateur qui a découvert, pardon, là je parle même plus français, qui a découvert genre la route de la soie, tu vois. Donc tout le monde est là, putain, c'est ouf quoi. Marco Polo, découverte de la route de la soie, super intéressant. Sauf que dans les faits, c'est pas du tout lui qui l'a découverte en fait. La route de la soie a été découverte par lui, c'était genre un marchand vénitien, mais c'était le premier à documenter. Okay. Et en fait, quand tu es le premier à documenter quelque chose, tu es celui dont on va se souvenir. Donc écris du contenu, documente, et en fait déjà de 1, plus que d'être reconnu par tout le monde, toi personnellement, ça te permet de te mettre et de mettre par écrit des sujets qui peuvent être complexes dans ta tête que tu as l'impression de maîtriser, et en fait tu vas te rendre compte que tu les maîtrises pas du tout en écrivant, tu vois. Et donc crée du contenu et essaye de te développer, et tu verras que plus tu crées du contenu, plus ça te force à aller chercher des nouvelles idées, être créatif, et c'est dans la créativité pour moi qu'il y a de la réussite et surtout du plaisir en fait. Et
Très beau mot de la fin, j'ai quand même envie de surenchère. Ouais, Petite petite larme. larme. Mais dans tout ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même du give back. C'est que à partir du moment où tu documentes, surtout à l'ère du digital, c'est que c'est dispo à tout le monde. Ouais, c'est clair. Et en plus, documenter, t'as pas du tout besoin d'être un expert en fait. En fait, le conseil que je peux donner quand t'as jamais écrit, c'est écris à la personne que tu étais hier. Donc, tout ce que tu apprends aujourd'hui, c'est des connaissances que des personnes n'ont pas. Puisque toi, tu ne les avais pas hier, il y a sûrement, on est 8 milliards sur Terre, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais en vrai, ça veut dire que tu as au moins des millions de personnes qui, hier, n'avaient pas ta connaissance sur un certain sujet. Donc, écris, documente-le, et toi, tu vas voir à quel point tu vas apprendre. En fait, ta courbe de connaissances, quand tu commences à écrire, elle est vraiment exponentielle. Tu n'oublies plus rien, genre, tout est intégré dans ton cerveau, et tu deviens une machine après. Bon, ça clôture ce super talk. J'ai envie de dire un grand merci à Merci Guillaume à de toi. s'être prêté au jeu. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Encore merci aux organisateurs de cette soirée. Et c'est parti pour un nouveau drink. Ah mais non, il y a Valran qui va nous clôturer cette soirée. Valran du crayon, s'il vous plaît.